Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. La Sénat a organisé une rencontre avec les ministères sectoriels impliqués dans l'organisation des législatives de 2023 ce mardi. Le point de la rencontre dans cette édition. Initiée par la CEDEAO et l'AGEPOAC, la formation sur le Code international pour la sûreté des navires et installations portuaires a été officiellement lancée hier lundi. Les raisons de la dite formation ont été évoquées par Amadou Diong, représentant résident de la CEDEAO. La démission du président de la transition burkinabé, Paul Henry, a suscité moult réactions. À suivre dans cette édition, les impressions des citoyens de Cotonou. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un an. Bienvenue. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rencontré ce mardi les ministères sectoriels et institutions impliquées dans l'organisation des législatives de 2023 à l'hôtel Azalaï. Les participants se sont entretenus sur le rôle et les responsabilités de ces acteurs en vue du bon déroulement du processus électoral. Reportage Lariosa Diagbeno Abdelkader Achiro. Au deuxième jour des séances de concertation entre la Commission électorale nationale autonome Sénat et les parties prenantes aux élections, le Conseil électoral et la Direction générale des élections échangent avec les ministères sectoriels et les institutions impliquées dans le processus électoral. L'objectif spécifique assigné à cette rencontre-ci est de soumettre à votre examen le projet de calendrier que la Sénat a élaboré et qui tient compte des grandes séquences et opérations prévues dans le cadre du scrutin du 8 janvier 2023. Nous vous présenterons le chronogramme en exécution depuis le 21 février 2022. Aussi, allons-nous vous renseigner sur les rôles et responsabilités des parties prenantes et plus précisément le rôle du juge constitutionnel dans le contentieux des élections législatives au regard du code électoral. Après la présentation de l'agenda de la Sénat par Rufin Domingo et le rappel des rôles et responsabilités des organismes concernés par Mireille Mariano, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle a expliqué aux participants les dispositions relatives aux contentieux électoraux dans le cadre des élections des députés au Bénin. Le contentieux électoral est une matière complexe dans laquelle on assiste à une pluralité de juges et à un enchevêtrement des procédures, mais qui donne aussi à voir une certaine fragilité. Les médias, les organes de gestion des élections ont un rôle irremplaçable dans l'entreprise de simplification et d'accessibilité du contentieux électoral, mais ce sont surtout les partis politiques qui devraient prendre le contentieux au sérieux. Ils devraient notamment privilégier le déploiement et la formation de leurs représentants dans tous les postes de vote. Vu l'importance de la gestion des contentieux électoraux pour un scrutin apaisé et transparent, la Sénat s'engage à entretenir les responsables du parti politique sur la question en réponse à la doléance de la vice-présidente de la Commission béninoise des droits de l'homme. Nous prenons un double engagement, tenir compte autant que faire se peut de vos pertinentes recommandations. 2. Appliquer le code électoral et toute la réglementation électorale dans leurs lettres et dans leur esprit. À qui sait comprendre, peu de mots suffisent.
La rencontre avec les ministères sectoriels et les institutions impliquées dans le processus électoral est la 23e activité inscrite dans le chronogramme de la Sénat sur les 73 prévues. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et son homologue de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, ont réaffirmé leur souhait du gouvernement béninois pour un déroulement du processus électoral sans embâche. Si tous les citoyens pouvaient avoir connaissance de tout ce qui a été dit ici, je crois que cela va nous faire éviter beaucoup de problèmes. La Sénat est en train de jouer son rôle, mais il faut qu'il y ait des relais pour que nous puissions vraiment atteindre toutes les cibles. Je crois que cette fois-ci, notre pays est vraiment engagé. Nous voulons tout faire pour que ces élections soient exemplaires. On ne peut pas avoir d'élections sans contestation, mais nous voulons minimiser les contestations. C'est pour cela qu'en amont, tout ce travail est en train d'être fait. Je veux remercier les responsables de la Sénat pour cette initiative. Je sais qu'hier, les responsables des partis politiques ont été reçus. Demain, d'autres composants de la société seront aussi reçus. Je souhaite que cela continue pour que le maximum de citoyens soient informés. Je remercie une fois encore la Sénat pour tout le travail qui est en train d'être fait et je nous demande de jouer chacun en ce qui le concerne sa partition pour que nous puissions vraiment atteindre l'objectif qui est d'avoir des élections avec le moins possible de problèmes pour que les résultats auxquels nous allons parvenir soient vraiment crédibles, acceptés par tous les citoyens et par la communauté internationale. Le propos tenu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, reflète l'état d'âme du gouvernement. Et comme vous le savez, nous allons chacun à son niveau jouer notre partition. Je peux déjà vous assurer qu'au niveau du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, que, toutes les communes et tous les arrondissements sont déjà alertés pour que la Sénat puisse, en toute sécurité et en toute confiance, déployer le matériel électoral et bénéficier de toute l'assistance à laquelle elle a droit au niveau des responsables communaux et d'arrondissement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, nous allons nous mettre à fond pour que ces élections-là soient un succès. Franck Pochemé, conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et Sidikatou Adamon, vice-présidente de la Commission béninoise des droits de l'homme, se sont exprimées au sortir de la rencontre. Suivez-les. Nous avons un rôle important à jouer, ce n'est pas pour la première fois. Pour les élections législatives passées, la Commission béninoise des droits de l'homme a joué son rôle de monitoring par rapport aux droits de l'homme. Pendant les élections présidentielles également, et cette fois-ci, nous sommes aussi invités à cette table parce que nous sommes membres des organes de gestion aussi des élections. Et par rapport à cela, on nous reconnaît, on nous invite chaque fois lorsque la Sénat a des activités par rapport aux élections. Et pour vous citer un cas, pour les élections passées, la Commission avait déployé beaucoup de délégués communaux dans tous les départements de la République. Et par rapport à ce que nous venons d'écouter, le rôle et la responsabilité des institutions, c'est très important pour nous, pour qu'on vienne écouter afin de mettre en application la bonne pratique, parce que c'est une leçon qu'on vient d'apprendre, on doit pouvoir et mettre en application cette leçon. Nous sommes venus également pour écouter les communicateurs en ce qui concerne le rôle du juge constitutionnel, en ce qui concerne les élections. Et c'est très important, lorsqu'il y a contentieux, forcément comment ça va se passer. En tout temps, la HAC est appelée à réguler les médias, tous secteurs confondus. Plus spécifiquement pendant la période électorale, la HAC a pour mission
d'être encore plus attentive sur le contenu. Et déjà pendant la période que nous pouvons qualifier de pré-campagne, mais qui n'est pas définie dans la loi, la HAC essaye d'organiser un peu, de repréciser les rôles. Et la délicatesse de la période se situe en ce sens que, au même moment que la loi électorale interdit la campagne pendant la période hors campagne, comme cela peut se... excusez la répétition, mais la même loi électorale impose aux partis politiques d'avoir animé la vie politique. Et donc implicitement on peut se dire, mais lorsque la campagne il est interdit toute activité de propagande aux partis politiques, tant que la campagne n'est pas ouverte, mais comment est-ce que par exemple les populations pourront être informées des listes en compétition, informées des candidats en compétition? Donc la décision de pré-campagne que nous prenons à la HAC permet de pouvoir favoriser l'accès à l'information tout en évitant de verser dans la campagne en attendant qu'elle soit ouverte par le président de la CENA. Pendant la période de campagne, la HAC organise également l'accès aux médias du secteur public et également à tous les médias du secteur privé aux candidats en compétition. Donc pendant les 2 semaines, on organise comment est-ce que tous les candidats en jeu pourront avoir à ces médias de façon équitable pour qu'il n'y ait pas d'injustice dans l'accès aux médias. Et maintenant, pendant la période de scrutin également, pour scrutin, elle continue de veiller, de réguler pour gérer avec parcimonie cette période très délicate où les résultats commencent à tomber alors que la CENA, elle-même, l'organe en charge des élections, n'avait pas encore proclamé les résultats. Donc, en grosso modo, c'est comme ça qu'on peut décliner le rôle que la HAC est appelée à jouer pendant la période électorale. Les séances de concertation entre la CENA et les différentes parties prenantes dans le processus électoral vont s'achever ce mercredi 5 octobre par la rencontre avec les organisations de la société civile et les médias. La commission de la CEDEAO et l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a lancé officiellement le lundi 3 octobre la formation sur le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ainsi que la mise aux normes des ports pour le renforcement de la sûreté et de la sécurité maritime et portuaire de l'Afrique de l'Ouest et Centre. C'était au siège de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et Centre en présence de plusieurs experts de la CEDEAO. Amadou Diong, représentant résident de la CEDEAO au Bénin, a notifié les raisons de cette formation au micro de Anaël Dou. Malgré ces nombreuses potentialités, notre région reste encore la cible d'une criminalité transnationale organisée en évolution, qui n'épargne pas bien sûr le domaine maritime. Si on dit souvent que le transport peut être multimodal, la criminalité aussi elle est multimodale. Donc les marchandises se transportent de mer en air, ou de terre en mer, etc. Mais la criminalité aussi elle est à ce niveau multimodal. Et donc cela démontre l'importance que revêt pour nous donc, de travailler sur tous les tableaux et tous les aspects de nos frontières maritimes, aériennes, terrestres, fluviales. Dans la mesure où donc les participants à cet atelier sont pour la plupart venus des administrations nationales et régionales impliquées dans la mise en œuvre du système intégré de sûreté et de sécurité maritime de la CEDEAO, je pense que tout le monde va en profiter et en particulier nos États membres respectifs. C'est donc avec un intérêt réel que la commission de la CEDEAO attend les recommandations qui seront issues de la table ronde qui clôturera les travaux de cette formation. Mesdames et messieurs, chers participants, il ne fait aucun doute que de retour chez vous dans vos structures respectives, vous n'hésiterez pas à partager l'expérience acquise ici et faire profiter à vos pays des formations et de tout ce qui vous aura été, que vous aurez appris ici, au contact des autres.
Nombreux sont les Béninois qui nourrissent l'ambition de poursuivre leurs études en France. Les démarches d'admission dans les universités françaises répondent à certains critères évoqués par Marc Vizy, ambassadeur de France près le Bénin, au Café Média Plus du 30 septembre dernier à la Maison des Médias, propos recueillis par Carles Kitome, Ulrich Amegampoué. Quand un étudiant béninois veut aller faire ses études en France, alors, quand il a fait ses études au lycée français, bon, c'est une toute petite minorité, hein, mais quand ils ont fait les études, quand un étudiant, quand un lycéen obtient son bac au lycée français, il a un bac français, là, automatiquement, il a le droit d'aller faire ses études en France, puisque c'est un bac français. Quand c'est un étudiant béninois, en général, on prend rarement des étudiants tout de suite après le bac, c'est plutôt quand l'étudiant a eu une licence et qu'il veut aller faire un master. Et donc là, on a un dispositif qui relève d'une entité qui s'appelle Campus France, qui est une entité qui prend du volume, puisque comme il y a plus de candidats, on a besoin de plus de gens pour faire passer des entretiens. Et là, par exemple, le Campus France, c'est 5 à 6 personnels permanents, mais là, depuis 2 semaines, on a recruté une vingtaine de prestataires en plus, qui sont des personnes, des Béninois, hein, qui ont un très bon niveau d'études et qui vont faire passer des entretiens aux jeunes qui se destinent à aller en France. Donc il y a un entretien qui est passé et là, le prestataire, enfin le conseiller de Campus France, il essaye de se faire une opinion sur la capacité du candidat à bien s'adapter aux études en France. Et il formule un avis pédagogique qui peut être favorable ou défavorable. Il y a malheureusement davantage d'avis malheureusement pour les candidats, davantage d'avis défavorables que d'avis favorables. Et ensuite, la personne, enfin le candidat, dépose une demande de visa. Et d'autres critères peuvent être examinés aussi, notamment la capacité de ce candidat à subvenir à ses besoins en France. Le droit à l'avortement permet à une femme enceinte de pouvoir décider librement de garder ou non sa grossesse en fonction de plusieurs paramètres. Au Bénin, l'avortement a été légalisé grâce à la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle. Le 21 octobre dernier, Kounaïd Akodinje, juriste des droits humains, explique les conditions d'accès à l'avortement et relève l'importance d'un décret pour sa mise en application. Il est au micro de Kanté Amoussou, Nassirine Fatoumbi. De la loi qui a été votée en 2003, une femme pouvait faire recours à l'avortement dans 3 conditions. Lorsque la grossesse est issue de l'inceste ou d'une relation de viol, lorsque la poursuite de cette grossesse peut causer des dommages liés à la santé de la femme, ou lorsque l'enfant à naître contracte une maladie grave. Mais la récurrence des questions que j'ai précédemment évoquées au Bénin a permis aux gouvernants de penser, notamment au gouvernement, de penser à l'élaboration d'un projet de loi qui va réglementer la question et permettre aux personnes qui sentent vraiment le besoin et qui remplissent les conditions de pouvoir accéder à des services d'avortement de façon sécurisée. Parce que mieux vaut permettre aux gens dans un cadre sécurisé d'avoir accès à l'avortement que de l'interdire et d'avoir après des centaines, des milliers de morts par avortement non sécurisé, par avortement clandestin. C'est donc ce qui a été fait en 2021, à la fin de l'année 2021, où il y a une ouverture de l'accès à l'avortement au niveau des femmes. Bien entendu que le Bénin est profondément attaché à la protection du droit à la vie. Et il est même dit dans la Constitution que le droit à la vie est un droit fondamental qui est protégé par le Bénin et donc par les autorités également. Mais au regard
de la pertinence de la question de l'avortement, il a été dit, en plus des 3 conditions déjà énumérées avec la loi de 2003, que les femmes puissent faire recours, puissent avoir la possibilité de faire recours à l'avortement lorsqu'ils sont dans des cas de détresse émotionnelle, de détresse financière, ou lorsque la poursuite de cet avortement, de cette grossesse, peut affecter leur vie professionnelle et ces éléments-là. Bien évidemment, il a été prévu la prise de décret d'application pour que les conditions d'accès à l'avortement sécurisé puissent être véritablement définies. Qui peut faire un avortement? Dans quelles conditions? Comment peut-on analyser la situation de détresse financière, économique ou la situation de détresse professionnelle d'une femme? Ces éléments-là doivent être précisés dans les différents décrets d'application. Quel sera le coût également d'un avortement sécurisé? Tous ces éléments devraient être prévus dans les décrets d'application. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore les décrets d'application. Nous, les juristes, on attend les décrets d'application pour voir les conditions dans lesquelles ces dispositions législatives seront élaborées. Le gouvernement béninois a décidé de la transformation du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga par son absorption par l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Il a été mis en place un plan de refroidissement des services administratifs et cliniques universitaires du CNHU HKM. À cet effet, pour la première phase, 3 services sont concernés. Il y a les cliniques universitaires de dermatologie, endocrinologie, rhumatologie et médecine interne du 10 centres qui vont déménager sur le site de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. La date fixée est le 3 octobre 2022. Le 10 site va entre autres accueillir les services d'ophtalmologie, de pédiatrie et d'urologie de l'HIA CHU-C. Pour rappel, le gouvernement béninois a fusionné le CNHU HKM et l'HIA afin d'en optimiser les prestations au profit des usagers. La cruelle élévation du niveau de l'eau dans un cours d'eau ou de lac, ce que vivent les habitants de Kpakpakomé dans la commune de Semekoudi. Les affres de ce phénomène touchent toutes les couches sociales et toute personne sans distinction. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons de suivre le quotidien de ces habitants en période de crue du lac Nokwe. Le reportage est signé Francis Farani. Bon, janvier, mais pour 3 mois, et nous Nous sommes à Kpakpakomé dans la commune de Semekoudi. Ici, les habitants connaissent la chanson, mais cette année, le niveau de la crue du lac Nokwe est différent. Au village, il y a un coucou tome. Nous y avons filé ma main de bébé. Ma aussi, on a même bien guardé. Amadi, mais toi, ma caro quoi? On a été tombé à Keji. Toi, mais il y a même bien. Affaire bien vivant. Il y a quoi de tomber bien? Ma de joie. Les conséquences ici sont immédiates et n'épargnent personne. Aussi, là, zombo, mais garanton. Mais garanton, il fait des quéqués. Donner à il fait des quéqués dit. Ah, il fait des quéqués dit. Au hunja ando. Amado hunwa, amasinga il fait. Ouais, zombo toji hunle do to poto. Aliologie. Aje file kwekwe huwa ando jedon. Ouais, podo inga. Honde kwekwe de ajen ho. Ajo ya anjeme bo jeto ye. To toji uno di amaizu amado kwa magaluwe. To toji un amo e po jegeji. Amodi. Mama no va mo ku va fine po. Fasi angbo de chokoto bo jeto. Bona ro tolo ni kaka afato bi odo me akwa to efo jan. Eyan afato ka so pra keji agan. Maro shwa. Newa me toji tole mo we de kwekwe o. Bo mi gbo mo zi aklo. Bo tia kwa we yo pele ngbe do dun. Yen solo o solo so hu. Mi no mo we pe. Activité les pour nous bloquer. Donc nous avons un problème tambo.
Toutefois, des conseils sont prodigués aux habitants par des environnementalistes pour les aider à mieux faire face à cette situation. Nous conseillons juste ceux que nous connaissons et qui vivent cette situation. On leur dit tout simplement de savoir se comporter, de garder les enfants à l'abri, c'est-à-dire s'ils ont des parents ou des connaissances de l'autre côté, et de bien vouloir les déposer ces enfants-là à leurs proches ou bien aux parents qui sont de l'autre côté de la ville. Eux aussi, bon, s'ils ont des motos et autres, là, de les mettre à l'abri de cette situation parce que c'est une situation qui ne laisse personne indifférent, ça crée beaucoup de dégâts. Les habitants invitent les autorités à leur secours. Amadi ekonomi de mele mazanga mi o emi na jo fi pe vile do khome brando idi kwe to time ekonomi lo dumi de to ma wa ekonomi lo dumi de gome mi odudu Arolu ni bomi bo ajira fi lo do na mi do ni modo ni do yezi ali o lo yaga o sin ro ma so agba mi mo ni ya bomi bo jira ali o lo do na mi e do ejande to win pe vire gbon fi ye ni ya bomi enele bi ni ton so eme o. En cette période de pluie, de nombreux habitants de plusieurs localités subissent les affres de la montée des eaux. En spiritualité, le dignitaire David Kofi Aza explique en quoi le vaudou est le pilier de l'éducation. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. De la longévité et également de l'ouverture. C'est ça qu'on dit en fond, à l'idée soit au notre clair. On s'occupe de l'intelligence de l'homme, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le cercle, ça s'occupe du pouvoir, de l'autorité, du prestige. Si vous voulez du prestige, vous voulez l'autorité, vous voulez le pouvoir, il faut aller vers le cercle. Donc chaque divinité a une particularité, a un rôle qu'elle joue. Donc c'est ça ce qu'on appelle le vaudou. Donc le vaudou en un mot, ce sont des réceptacles, des énergies qui sont apprivoisées, dont l'homme s'en sert pour entrer en contact avec Dieu. Le vaudou en réalité doit être le socle au niveau de nos chaînes de télé, le socle de notre culture. Parce qu'on ne peut pas parler de la culture au Bénin sans parler du vaudou. C'est impossible. Ou alors, ce n'est pas la culture béninoise. Si on parle de la culture au niveau du Bénin, on doit parler du vaudou. On doit parler du Fa. On doit parler de nos topions. Nos topions, ce sont nos ancêtres. Donc, cela devait être la référence au fait. La référence en toutes choses. D'abord, la référence en matière d'éducation. Parce que quand vous rentrez dans le couvent, on vous éduque. En matière de vaudou, on vous éduque. On vous apprend les vertus morales. Ces vertus morales-là ont déserté aujourd'hui l'éducation des enfants. On vous apprend comment respecter. Parce que l'initié qui respecte, l'individu qui respecte le plus, son semblable, c'est le vaudou-ci. Quand il voit son supérieur, il se met même à genoux. Ce n'est pas de l'esclavagisme, mais c'est de l'éducation. C'est montrer qu'on est réellement éduqué. Quand on voit son supérieur, il faut respecter l'autorité. Et ça, là, toutes les religions. Il y a même d'autres religions qui disent que quiconque qui ne respecte pas l'autorité ne respecte pas Dieu. C'est-à-dire que obéir à l'autorité, c'est obéir à Dieu. Donc la tradition enseigne le respect, enseigne l'humilité en toutes choses. Quoi qu'en soit votre rang, vous devez vous faire humble. Ce sont les vertus morales qu'on enseigne. Enseigne l'amour, la fraternité et tout au niveau du couvent. Mais il y a une autre dimension, la dimension vestimentaire. C'est que l'initié doit s'habiller décent. Aujourd'hui, la plupart du temps, nos jeunes filles, même les jeunes garçons, on ne s'habille plus décent. On s'habille, les fesses sont dehors. On s'habille, le ventre est dehors. On s'habille, les seins sont dehors. Le jeune homme s'habille et puis le pantalon est descendu au niveau des fesses et puis le sous-vêtement qui est porté en bas est dehors. Et on pense que c'est ça l'émancipation. Au niveau du vaudou, ce n'est pas ça l'émancipation. On doit s'habiller décent. On doit s'habiller normalement, correctement, comme un digne. Il y a l'art culinaire. Quand vous rentrez dans le couvent, vous apprenez à préparer. Vous apprenez à préparer. C'est quand vous sortez de là, si vous êtes une femme, vous sortez de là, vous devez préparer à votre mari. Donc vous éduquez à l'art culinaire. Aujourd'hui, la plupart des jeunes filles ne savent pas préparer. Il faut aller au restaurant ou bien il faut commander à préparer. Quelqu'un d'autre prépare, on amène à la maison, on sait. On ne sait pas préparer. Il y a également la transmission de la connaissance et de la vertu reçue. C'est-à-dire que ce que vous avez reçu, vous devez transmettre ça à vos enfants. Transmettre l'éducation à vos enfants. Montrer à vos enfants comment on respecte son papa, comment on respecte sa maman, comment on respecte ci, comment on respecte... Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il y a des enfants qui tutoient même leur papa. Moi, je n'ai jamais tutoyé mon papa jusqu'à sa mort. Et pourtant, mon papa était vivant quand j'ai été couronné d'art, chef de famille. Mais pourtant, je ne l'ai jamais tutoyé.
Au Burkina Faso, après 48 heures de confusion, le président de transition, le lieutenant-colonel Damiba, destitué vendredi 30 septembre dernier par le capitaine Ibrahim Traoré, mais qui refusait d'abdiquer, a finalement accepté de démissionner dimanche 2 octobre. L'ancien président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui avait chassé du pouvoir l'ancien président Kaboré le 24 janvier dernier n'a pas réussi à inverser la situation en sa faveur. Colombo Oussou a recueilli l'avis des citoyens de Cotonou face à cette situation que vit le Burkina Faso. Suivez pour plus de précisions. Sans vous mentir, moi j'ai déploré ce coup d'État-là. J'ai déploré ça. Moi, je suis un peu inquiet. Au premier abord, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Il y a quelque chose qui n'a pas été réellement fait. C'est pour cela qu'il y a encore un autre coup d'État. Dans 8 mois, ils ont fait 2 coups d'État. Ce n'était pas bon pour l'Afrique. J'applaudis des pieds et mains ce coup d'État. Quand j'ai vu les dernières tueries là, et moi j'ai eu peur pour lui. J'ai dit mais la chose s'est aggravée. Donc les militaires ont décidé de le renverser. Et ça n'a pas été facile. Vous savez, il s'est réfugié dans une base française. Le cas du Burkina Faso, ça a commencé à partir de la mort de Sankara. Or, le peuple burkinabé est un peuple libre, digne, intègre, qui ne pardonne pas. Voilà. Aujourd'hui, ils ont pris la voie de la liberté, la voie du salut, comme le Mali, comme la Guinée-Conakry. Le problème, c'est l'insécurité. Tant qu'ils n'ont pas trouvé une solution pour l'insécurité, vous avez 40% du territoire burkinabé n'est pas contrôlé par les gens qui sont au pouvoir. Mais c'est grave. Quand vous ne contrôlez pas 40% des tueries, tout récemment, une cinquantaine de civils ont été déportés. C'est normal, il y aura un coup d'État. Si en temps, les populations ou bien ceux-là qui sont en train de diriger le pays n'ont pas réussi à corriger le tir, c'est-à-dire que c'est pourquoi le colonel Paul Daniba, ou comment il s'appelle, avait fait le coup d'État, n'a pas marché. Je crois que c'est encore normal que quelqu'un d'autre puisse réagir pour pouvoir corriger le tir. Puisque peut-être ils avaient ensemble décidé de quelque chose avant de venir au pouvoir. Certainement, ce n'était pas Daniba seul qui était le meneur de coup d'État. Il y avait quelqu'un qui était là derrière lui, mais des gens qui étaient avec lui. Si en temps, il n'a pas réussi à amener au bon port tout ce qu'ils se sont dit, c'est normal que les gens puissent réagir et corriger le tir, comme au Mali. Tel que j'ai entendu le discours du nouveau homme fort, il semble qu'il veut remettre le pouvoir aux civils. Donc, s'ils peuvent organiser une bonne transition et combattre l'insécurité, ça serait une bonne chose. Et que ça serve de leçon à toute l'Afrique francophone de l'Ouest. Pour que ces coups d'État n'interviennent pas, il faut la bonne gouvernance et la répartition équitable des biens. Il ne faudrait pas que quand quelqu'un est au pouvoir, il pense que lui, il peut primer tout le monde. Si c'est comme ça, on va vous faire un coup d'État et les gens vont s'en réjouir. Bien vrai que ce n'est pas bien. Donc, dans l'avenir, je pense que le problème de l'insécurité, il faut résoudre. Le problème du chômage aussi, il faut résoudre. Le second coup d'État en moins de 9 mois au pays des hommes intègre installe à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration Ibrahim Traoré, un jeune de 34 ans. Dans l'élément à suivre, je vous invite à suivre le portrait du nouvel homme fort du Burkina Faso. Né en 1988, Ibrahim Traoré a obtenu son baccalauréat série D en 2007 et rejoint l'armée en 2009 où il reçoit une formation d'artillerie au Maroc. Ceci après un séjour à l'université de Ouagadougou
où il obtient sa licence en sciences de la vie et de la terre. Il a choisi une carrière militaire après avoir terminé sa scolarité dans la deuxième ville du Burkina Faso, Bobo Dioulasso, avec des rapports le décrivant comme timide et plutôt réservé, mais aussi très intelligent. Le jeune militaire accède au grade de sous-lieutenant en 2012 et de lieutenant de l'armée du Faso en 2014. Ibrahim Traoré est fait capitaine en 2020. Membre du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, depuis son avènement, il est fait chef du régiment d'artillerie en mars 2022. Le capitaine Ibrahim Traoré, à 34 ans, est encore un cœur à prendre. Il est le plus jeune chef d'État d'Afrique, rejoignant les rangs de deux autres puntis, le colonel guinéen Mamadi Doumbouya, né en 1981, et le barbucole malien Assimi Goïta, né en 1983. Ibrahim Traoré est devenu le dernier officier militaire à prendre le pouvoir lors d'un coup d'État dans l'une des anciennes colonies françaises en Afrique de l'Ouest. Il a renversé son ancien camarade, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, le 30 septembre 2022, après l'avoir accusé de ne pas avoir tenu sa promesse de réprimer l'insurrection islamique qui sévit au Burkina Faso depuis 2015. Je sais que je suis plus jeune que la plupart d'entre vous ici. Nous ne voulions pas ce qui s'est passé, mais nous n'avions pas le choix, a déclaré le capitaine Traoré aux responsables gouvernementaux. Pendant la courte période au pouvoir du lieutenant-colonel Damiba, les attaques de militants islamistes, certains d'entre eux liés au groupe État islamique et à Al-Qaïda, se sont multipliées au Burkina Faso alors qu'ils s'emparaient de territoires dans les zones rurales et encerclaient les villes, laissant à l'État le contrôle de seulement environ 60% du pays, selon certaines estimations. En l'absence d'institutions démocratiques fortes dans un pays où l'armée domine depuis longtemps, le capitaine Traoré a pris le pouvoir en s'engageant à améliorer la sécurité dans une nation vivant dans la peur des militants. Son coup d'État, le deuxième au Burkina Faso en moins de 9 mois, est le dernier signe de l'épidémie de coup d'État dont s'est inquiété le chef de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, en 2021. Mais avec des puissances mondiales concentrées, soit sur les crises intérieures, soit sur la guerre en Ukraine, elles ont prêté peu d'attention à l'instabilité qui a ravagé des pays comme le Burkina Faso. Au contraire, le Burkina Faso et certains autres pays se sont retrouvés de plus en plus impliqués dans la rivalité de la guerre froide qui a été ravivée par le conflit ukrainien, alors que la Russie cherche à étendre son influence dans la région aux dépens de la France qui a conservé des relations économiques, liens militaires et culturels avec nombre de ses anciennes colonies en Afrique. Je sais que la France ne peut pas s'immiscer directement dans nos affaires, a déclaré le capitaine Traoré, ajoutant: les Américains sont nos partenaires maintenant, mais nous pouvons aussi avoir la Russie comme partenaire. Ces commentaires suggère qu'il pourrait suivre l'exemple de son homologue malien qui aurait fait appel au groupe de sécurité russe controversé Wagner pour remplacer les Français dans la lutte contre les djihadistes, mais avec peu de succès car l'insurrection s'est également aggravée là-bas depuis que l'armée a organisé un coup d'État en août 2020. Traoré s'est fait les dents en combattant les djihadistes au Mali. Il a servi dans une force de l'ONU et aurait fait preuve de bravoure face à une attaque complexe par des militants dans la région nord de Tombouctou, célèbre pour ses bâtiments centenaires en 2018. L'année suivante, il a participé à une opération militaire baptisée Otapuanu dans l'est agité du Burkina Faso pendant 7 mois. Il a également servi dans un détachement de Makoy dans la région nord du Sahel et y a participé à plusieurs opérations. Traoré est proche de ces hommes volontaires et courageux. Il ne pouvait pas passer 6 mois sans se rendre dans un détachement, a déclaré une source anonyme citée sur Radio Omega du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a pris la direction du pays comme un certain Thomas Sankara et comme lui, après un coup d'état militaire, capitaine comme lui, 34 ans comme lui. Mesdames, Messieurs, voici à présent les actualités hors de nos frontières, une compilation signée Nassirine Fatoumbi.
La Libye et la Turquie ont signé ce lundi 3 octobre 2022 un accord de prospection d'hydrocarbures dans les eaux libyennes 3 ans après avoir conclu un accord de délimitation maritime controversé qui avait suscité l'ire de l'Union européenne. Une haute délégation turque composée de plusieurs ministres s'est déplacée en visite officielle à Tripoli ce lundi. Selon le nouveau mémorandum d'entente entre les deux pays, ce sont des sociétés mixtes turco-libyennes qui travailleront sur la prospection d'hydrocarbures dans les eaux territoriales ainsi que le sol libyen. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères était ce lundi 3 octobre 2022 en visite officielle au Sénégal, pays qui assure la présidence de l'Union africaine. Précisons que c'est la première étape de la première tournée africaine de Dimitro Kuleba. De nombreux pays du continent, dont le Sénégal, s'étaient abstenus lors du vote à l'ONU pour condamner la Russie au début du conflit entre Moscou et Kiev. Dimitro Kuleba est venu défendre la position de l'Ukraine et plaider pour le renforcement de la coopération. Au Brésil, après les résultats du premier tour de la présidentielle, les tractations sont déjà en cours en vue d'obtenir la majorité le 30 octobre prochain. Les deux candidats, Lula et Bolsonaro, ont obtenu plus de 90% des suffrages. Derrière eux viennent les deux autres candidats qui ont rassemblé 7% des suffrages. Les négociations ont déjà commencé des deux côtés pour le second tour des élections. Le Parlement hongrois a adopté ce lundi 3 octobre 2022 des mesures anti-corruption destinées à apaiser les craintes de la Commission européenne qui bloque des milliards d'euros de fonds dans l'attente de réformes sur l'état de droit à Abu Dhabi. Ces mesures ont été adoptées à une large majorité. L'un des amendements doit permettre aux citoyens de porter plainte devant les tribunaux s'ils estiment que le parquet a arbitrairement mis fin à une enquête pour corruption. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain.